Il pensait qu'elle n'était qu'une statistique de plus, un simple dommage collatéral destiné à disparaître sous la paperasse et l'immunité qualifiée. Les agents Miller et Vance ignoraient que la fragile vieille femme qu'ils avaient laissée agoniser sur le sol de son salon venait de donner naissance à un cauchemar. Ils n'avaient pas regardé les photos sur la cheminée, s'ils l'avaient fait, ils auraient vu les médailles, l'ombre d'un homme en camouflage du désert. Ce jour-là, ils ont tué la mère de Marcus, Ghost Holloway, l'actif le plus redoutable jamais créé par le commandement des opérations spéciales conjointes. Et désormais, le Ghost rentrait chez lui non pas pour la justice, mais pour la guerre. À la Nouvelle-Orléans, la chaleur écrasait le quartier de Tremaine d'une humidité suffocante, tandis qu'à l'intérieur de la petite maison d'Etame et Holloway, 74 ans, l'air sentait le citron et les légumes mijotés. C'était un dimanche après-midi, et elle portait encore son chapeau violet réservé au sermon. Malgré l'arthrite qui rongeait ses genoux, son esprit restait inébranlable. Elle était la grand-mère du quartier, celle qui nourrissait les chats errants et envoyait chaque mois des biscuits à une boîte postale militaire inconnue. Le calme fut brisé lorsqu'un véhicule noir non marqué s'arrêta brutalement devant sa clôture. Miller et Vance, membres d'une unité controversée déjà sous enquête, forcèrent la porte sans s'annoncer, convaincus ou feignant de l'être qu'une cache se trouvait là. Etame, incapable de s'agenouiller, leva les mains en expliquant qu'elle ne faisait que cuisiner. Mais Miller, aveuglée par l'adrénaline et le besoin de résultats, confondit son geste. Elle cherchait son médicament pour le cœur avec une menace. 2 coups de feu claquèrent. Elle s'effondra, sa robe du dimanche tachée de rouge, renversant une table et brisant un cadre photo montrant un homme noir en uniforme serrant la main du président. Pris de panique, Miller maquilla la scène, déposant une arme pour justifier le tir, tandis que Vance comprenait trop tard l'ampleur de l'erreur. Des milliers de kilomètres plus loin, à la frontière syrienne, le major Marcus Holloway menait une opération d'élite avec une précision glaciale. Mythe vivant parmi les forces spéciales, il opérait dans l'ombre, là où les règles s'effacent. À peine la mission terminée, un appel prioritaire le rappela d'urgence. Sa mère avait été tuée lors d'un raid policier, accusée à tort d'avoir tiré la première. Marcus sut immédiatement que c'était un mensonge. Il rentra aux États-Unis en promettant d'enterrer sa mère comme un fils endeuillé, non comme un soldat, même si, au fond de lui, quelque chose s'était brisé. Pendant ce temps, à la Nouvelle-Orléans, la hiérarchie policière étouffait l'affaire, falsifiant les preuves et préparant un règlement financier pour faire taire le scandale. Juste un fils, un certain Marcus Holloway, dirent-ils, le qualifiant de personne sans importance. Ils ignoraient qu'en touchant à la mère d'un frère, il n'avait pas déclenché une simple colère, mais une apocalypse. Le téléphone interne du bureau de Sterling se mit à bourdonner. On lui annonça qu'un homme souhaitait le voir au sujet de l'affaire Holloway. Agacé, le capitaine ordonna qu'on le renvoie vers un avocat, mais la voix tremblante du sergent de permanence l'incita à sortir lui-même. L'homme prétendait être le fils de la victime et intimidait fortement les jeunes agents. Sterling se leva, ajusta sa ceinture et entra dans l'open space du commissariat, où l'agitation habituelle semblait figée autour d'un homme immobile, vêtu d'un costume noir bon marché qui lui donnait pourtant une allure redoutable. Il portait des lunettes sombres, même à l'intérieur. Sterling se présenta. L'homme retira lentement ses lunettes, son regard froid et méthodique parcourut la pièce en quelques secondes, évaluant sortie, position et menace. Il se nomma Marcus Holloway et déclara calmement qu'il était venu récupérer les effets personnels de sa mère ainsi que son corps. Sterling répondit avec condescendance que tout faisait partie d'une enquête en cours, mais Marcus répliqua que l'affaire avait été officiellement classée comme usage de la force justifié, ce qui signifiait qu'elle était close. Il demanda donc que sa mère lui soit rendue afin de lui offrir une sépulture digne. La tension monta lorsque l'agent Miller intervint de manière agressive, mais Marcus resta parfaitement maître de lui. Lorsque plusieurs policiers dégainèrent leurs armes en le voyant porter la main à sa veste, il en sortit simplement des documents officiels signés par le médecin légiste. Sterling, contraint, ordonna la restitution du corps et des effets personnels. Marcus récupéra une boîte contenant une Bible, un sac à main et un ruban violet, lança un dernier regard lourd de sens à Miller, puis quitta les lieux. À l'extérieur, Marcus monta dans un SUV noir où son équipe l'attendait.
Tandis qu'il s'éloignait, ses associés confirmèrent avoir discrètement copié les téléphones de Sterling et de Miller, révélant des messages prouvant une manipulation de preuves et une mise en scène destinée à couvrir une exécution injustifiée. Marcus comprit que la justice classique serait trop lente et trop complaisante. Il décida alors d'une stratégie méthodique, non pas une vengeance brutale, mais un démantèlement progressif de leur vie professionnelle, financière et psychologique. Après les funérailles d'Etame Holloway, marquées par un discours sur le pardon auquel Marcus resta insensible, l'opération commença. Miller fut le premier ciblé. Son avidité et sa paranoïa furent exploitées, ses fonds dissimulés furent remplacés par de faux billets traçables, entraînant une enquête fédérale pour fraude fiscale et blanchiment. Arrêté, discrédité et abandonné par son institution, il s'effondra. Sterling, quant à lui, semblait mieux protégé, mais Marcus découvrit des montages financiers illégaux liés à des détournements de fonds publics. Un dossier précis fut transmis aux autorités compétentes, déclenchant le gel de ses avoirs. Parallèlement, une pression psychologique implacable s'abattit sur lui, jusque dans son foyer, où il comprit que le passé qu'il croyait enterré revenait le hanter. Acculé, Miller finit par avouer l'ensemble de la conspiration, confirmant que la victime n'était pas armée et que les preuves avaient été falsifiées sur ordre du capitaine Sterling. Marcus lui offrit un choix, coopérer avec les autorités fédérales et témoigner, ou voir toutes les preuves rendues publiques. Miller accepta. Sterling, désormais isolé, tenta de fuir, mais se retrouva face à Marcus dans un hangar du port de la Nouvelle-Orléans. Là, confronté à la vérité et à ses actes, il comprit que tout ce qu'il avait construit s'était effondré. Marcus, debout face à lui, n'était plus seulement un fils endeuillé, mais l'incarnation d'une justice implacable, déterminée à exposer chaque mensonge et à faire payer chaque décision prise au détriment d'une vie innocente. Sterling resta figé lorsqu'il comprit à qui il faisait face, un homme issu des forces spéciales Delta, une machine de guerre qu'il avait cru inexistante après avoir falsifié son dossier, tout comme il avait étouffé la vérité sur la mère de Marcus. En réalisant qu'il ne combattait pas un fils en deuil mais un stratège méthodique, Sterling céda et tenta de négocier, offrant des noms et des preuves, mais Marcus ne voulait pas de vengeance, seulement la justice. Lorsque les agents fédéraux envahirent le hangar, alertés non par un appel mais par une piste financière soigneusement laissée, la corruption de Sterling fut exposée au grand jour. Tentant un dernier geste désespéré, il fut neutralisé par un tir précis, arrêté et livré à la justice. 6 mois plus tard, au tribunal de la paroisse d'Orléans, son procès devint un symbole national de responsabilité policière. Les témoignages, notamment celui de l'agent Miller qui avoua avoir tiré sans menace réelle et décrit la mise en scène orchestrée par Sterling, furent renforcés par un enregistrement accablant obtenu légalement. Le verdict tomba rapidement, Sterling fut reconnu coupable de meurtre, corruption et complot, condamné à finir sa vie derrière les barreaux, tandis que Miller accepta sa peine pour avoir coopéré. Une fois la justice rendue, Marcus quitta l'ombre, refusa promotion et honneur, et retourna dans la maison de sa mère pour la reconstruire avec son ancienne unité, transformant un lieu de tragédie en refuge. Entouré du voisinage reconnaissant, il comprit que sa mission n'était plus la guerre, mais la protection et la transmission. Assis sur le perron au coucher du soleil, tenant la photo réparée de sa mère, Marcus réalisa qu'il n'était plus un fantôme, il était devenu un gardien. Cette histoire rappelle que la véritable force ne réside ni dans un uniforme ni dans une arme, mais dans l'amour, la mémoire et la justice, et que même les systèmes les plus corrompus finissent par tomber lorsque la vérité refuse de rester dans l'ombre. Dans les semaines qui suivirent, Marcus transforma progressivement sa vie et le quartier autour de lui. Il ne cherchait plus la confrontation ni la vengeance, mais la reconstruction et la protection de ceux qui l'entouraient. Tex répara les toits, Deacon s'occupait du jardin, et l'unité entière s'occupait de restaurer les maisons et l'esprit de la communauté. Les enfants retrouvaient leur jeu dans la rue, les chats errants étaient nourris, et la lumière des porches illuminait les soirées paisibles. Marcus cuisinait pour ses voisins, suivant les recettes laissées par sa mère, partageant ses repas et ses souvenirs avec la nouvelle génération. Peu à peu, la peur et la corruption laissèrent place au respect et à la solidarité. Mais Marcus savait que son rôle de gardien ne se limiterait jamais à sa rue, il était devenu le symbole que même dans les coins les plus sombres, un homme pouvait rétablir l'équilibre, protéger les innocents et inspirer la justice silencieuse. Chaque soir, assis sur le perron,
regardant le ciel de Louisiane se teinter de violet et d'orange, il sentait la présence de sa mère dans le vent, dans les rires et dans la sérénité retrouvée du quartier. Il avait appris que la vraie puissance ne se mesure pas à la peur qu'on inspire, mais à la paix qu'on apporte autour de soi, et que le souvenir d'Etame et Holloway continuerait à guider ses pas bien au-delà de sa propre vie. Les mois passèrent, mais le calme retrouvé à Tremaine ne signifiait pas que Marcus avait tourné la page. Chaque décision qu'il prenait était désormais empreinte de prudence et de stratégie, conscient que la justice pouvait se cacher derrière chaque sourire ou chaque poignée de main. Cependant, un soir d'hiver, alors que les premières brumes du Mississippi enveloppaient les maisons, un message anonyme arriva dans la boîte aux lettres du quartier, une photo de sa mère, jeune, souriante, mais accompagnée d'un nom inconnu et d'un simple mot, « Ils n'ont jamais été seuls ». Marcus sut immédiatement qu'un autre jeu commençait, un jeu beaucoup plus vaste que celui de Sterling et de Miller. Ce n'était plus seulement une affaire locale, des forces invisibles, liées à son passé militaire, avaient remarqué ses actions. Le Ghost n'était plus seulement un fils en deuil ou un gardien de quartier, il était désormais une cible et une pièce maîtresse sur un échiquier invisible. Il convoqua son ancienne unité. Tex, toujours fidèle, proposa de renforcer la sécurité autour des familles et du quartier, tandis que Deacon, avec ses connaissances en technologie et surveillance, commença à analyser le réseau d'informations pour détecter toute menace potentielle. Marcus, lui, se plongea dans ses archives personnelles, retraçant les missions passées, les alliances et les ennemis oubliés. Il savait que le passé pouvait ressurgir à tout moment, et il voulait être prêt. Une nuit, alors que la pluie tombait doucement sur les toits restaurés, un véhicule discret se gara près de la maison. Marcus, accompagné de Tex et Deacon, l'attendait. Deux silhouettes en sortirent, l'air prudent mais déterminé. L'une d'elles tendit une enveloppe scellée contenant des informations sur un réseau international de corruption et de trafic d'armes, dont Sterling n'était qu'un pion mineur. L'autre portait un message clair, « Nous connaissons votre mère. Nous savons qui vous êtes. Ne restez pas passif. » Le Ghost comprit alors que sa mission allait bien au-delà de la Nouvelle-Orléans. Il ne s'agissait plus de vengeance personnelle, mais de protéger les innocents contre des puissances cachées qui n'avaient jamais été visibles aux yeux de la loi. Il prit une décision, il resterait un gardien, mais cette fois, il élargirait son champ d'action. Il allait traquer, dévoiler et neutraliser ces menaces silencieuses avant qu'elles ne puissent nuire à d'autres. Le quartier de Tremaine, symbole de sa résilience et de sa reconstruction, devint le centre d'un réseau discret d'alerte et de protection. Marcus formait de jeunes recrues à la vigilance, à la solidarité et à la stratégie, leur enseignant que la vraie puissance n'était pas la violence, mais la capacité à anticiper, protéger et inspirer. Et tandis que le soleil se levait sur les maisons peintes aux couleurs vives, Marcus savait que son combat venait de changer d'échelle. Le fantôme qu'il avait été autrefois n'existait plus, en son lieu, un gardien se dressait, prêt à faire face à toute ombre qui oserait menacer l'innocence, portant à jamais le souvenir d'Etame et Holloway dans chaque action, chaque sourire et chaque victoire silencieuse. Marcus passa les semaines suivantes à consolider son réseau. Tex et Deacon installèrent des systèmes de surveillance discrets autour du quartier et dans les zones stratégiques de la Nouvelle-Orléans. Les jeunes recrues apprenaient à détecter le moindre signe de danger, à agir rapidement et à protéger la communauté sans recourir à la violence si ce n'était absolument nécessaire. Mais Marcus savait que la menace extérieure ne pouvait être neutralisée depuis le quartier seul. Un soir, alors qu'il passait en revue les informations reçues dans l'enveloppe mystérieuse, il identifia un nom récurrent, Santiago Volkov, un ancien officier devenu mercenaire, réputé pour orchestrer des réseaux criminels internationaux. Volkov semblait avoir des ramifications dans plusieurs grandes villes américaines et une influence directe sur des agents corrompus dans les forces de l'ordre local. La photo de sa mère incluse dans le message prenait désormais un sens macabre. Volkov connaissait Marcus, savait qu'il existait, et semblait vouloir l'attirer dans son jeu. Le Ghost prit une décision stratégique, il devait frapper avant que Volkov n'attaque. Il monta une petite équipe d'élite composée de ses alliés les plus fiables. Tex gérerait la logistique et les infiltrations discrètes, Deacon s'occuperait du renseignement technologique et de la surveillance électronique, tandis que Marcus planifierait l'action directe, prêt à intervenir là où les autres ne pouvaient pas atteindre. Le premier indice le mena à un port discret du golfe du Mexique.
Une cargaison suspecte y était arrivée sous couverture légale, mais les documents financiers étaient falsifiés pour masquer l'origine réelle des armes et du matériel militaire. Marcus et son équipe surveillèrent le site pendant plusieurs nuits, observant les mouvements, les codes et les communications. Ils découvrirent qu'un lieutenant de Volkov coordonnait les transferts, ignorant que le Ghost était déjà à l'affût. Le moment décisif arriva lorsque la cargaison fut déplacée vers un entrepôt isolé. Marcus infiltra les lieux de nuit, silencieux comme l'ombre qu'il incarnait. Ses mouvements étaient précis, calculés, chaque geste reflétant des années de formation Delta. Il neutralisa les caméras, désarma les gardes sans effusion de sang, et planta des dispositifs permettant à Deacon de suivre à distance chaque mouvement du réseau. Lorsque Volkov apprit que sa cargaison avait été compromise, il comprit qu'il faisait face à un adversaire plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Mais il ne savait pas encore que Marcus n'agissait pas par vengeance, mais par justice méthodique. Le Ghost laissa volontairement des indices, créant une piste qui forcerait Volkov à se dévoiler. Chaque décision de Marcus était une démonstration de contrôle, pas d'erreur, pas de précipitation, seulement l'efficacité implacable d'un esprit entraîné à protéger et anticiper. À la Nouvelle-Orléans, la communauté observait avec curiosité les changements discrets dans le quartier. Les habitants ne savaient pas encore qu'ils étaient protégés par un ancien soldat Delta, mais ils sentaient un calme nouveau, une sécurité palpable. Les enfants jouaient sous la lumière des lampadaires restaurés, les chats errants étaient nourris et soignés, et l'esprit d'Etame et Holloway semblait imprégner chaque maison, chaque sourire, chaque repas partagé sur les porches. Pour Marcus, cependant, la guerre venait de commencer. Volkov n'était que le premier domino d'un réseau plus vaste et plus dangereux. Le Ghost savait qu'il ne pourrait pas agir seul et qu'il devrait constamment équilibrer sa vie de gardien de quartier et sa mission internationale. Mais il avait appris une chose essentielle, la justice, lorsqu'elle est méthodique et patiente, peut se révéler plus puissante que la violence brute. Et ce soir-là, en regardant les lumières de la ville se refléter sur le Mississippi, Marcus Holloway sut que le vrai combat, celui pour protéger les innocents et révéler les vérités cachées, ne faisait que commencer.